Radio J, les rendez-vous de la Viso. Maya Termination, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, et dans cette chronique en particulier, nous allons parler et évoquer les femmes en politique. Et nous recevons Déborah Abisror Deliem, que je vais vous laisser nous présenter. Déborah, bonjour. 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 Oui, merci Lise. C'est Laurent Fabius qui se demande à l'occasion de la candidature de Ségolène Royal à la présidence de 2007, mais qui va garder les enfants ? C'est l'ancien président italien Silvio Berlusconi qui se réjouit d'avoir trouvé le point G des femmes. Il s'agit de la dernière lettre du mot shopping. Et c'est le président américain Donald Trump qui se demande comment Hillary Clinton espère satisfaire un pays si elle ne sait même pas satisfaire son mari. Ce sont des exemples qui ne sont pas anecdotiques. Que dirait-on si un candidat avait recours à des préjugés antisémites pour délégitimer son adversaire ? Dans quelle mesure ces remarques créent-elles une ambiance hostile aux femmes ? Quelle place pour les femmes en politique ? Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Déborah Abisror Deliem. Déborah, vous avez un parcours militant et politique déjà bien fourni. Et vous avez pu vivre ce que c'est d'être une femme en politique. Vous avez été à la tête de l'Union des étudiants juifs d'Europe et à la direction du Bnei Brit Europe. Vous êtes ensuite devenue chef de cabinet à 2 reprises au ministère de l'écologie et puis après au ministère de la Santé pendant le Covid en 2020-2021. Vous êtes aujourd'hui à la tête du groupe Renaissance à l'Assemblée générale et vous vous êtes également présentée à l'Assemblée nationale, excusez-moi. Vous vous êtes également présentée comme députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Alors, tout d'abord, Déborah, qu'est-ce qui vous a conduit à bifurquer du militantisme, par exemple, de l'UEJF à la politique ? Vous avez rejoint très tôt la campagne d'Emmanuel Macron et est-ce que c'est son projet qui vous a tellement enthousiasmé et donc qui vous a projeté en politique ? J'ai considéré que la continuité de mon parcours militant était indubitablement dans la société dans son ensemble. J'ai toujours eu un parcours militant juif, de la communauté juive, puis je l'ai quitté quelques années pour des questions personnelles. J'ai eu un enfant, je me suis mariée, etc. Et lorsque la question s'est posée de me réinvestir, pour moi, c'était me réinvestir pour la société en général et non plus uniquement au sein de notre communauté. Et avoir cette vision et militante au sein même de la politique, parce que je pense que quand on a été militant un jour, on l'est toujours. Oui, Et qu'avoir aussi une vision militante quand on fait de la politique, c'est important parce qu'on n'oublie pas ses idéaux et on n'oublie pas ce pourquoi on se bat et on le fait pas pour uniquement un projet en général, mais pour des valeurs. Et ça ne s'est jamais éteint. Alors, vous avez été chef de cabinet du ministre de la Santé pendant le pic de la crise du Covid, pendant le début de la crise du Covid. Vous étiez vraiment au cœur du réacteur. Je suis assez curieuse de savoir comment vous l'avez vécu. Alors déjà, j'ai été chef de cabinet pendant toute la crise Covid, en fait. Je suis arrivée le 4 mars 2020 et je quitte ce ministère le jour où je suis investie pour les législatives, donc le 11 mai 2022. Je me suis sentie utile. Je pense avoir été fondamentalement utile. J'ai servi nos concitoyens, j'ai servi mon pays, j'ai servi aussi nos concitoyens à l'étranger, puisqu'on s'est occupé des rapatriements, on s'est occupé de leur santé aussi à l'étranger lorsqu'ils ne pouvaient pas rentrer. C'est mon engagement, l'utilité publique, être au service. Après, à côté de ça, clairement, personnellement, ça a été compliqué. On va pas se le cacher. On commençait, en fait, on se rend pas compte, mais on finissait des réunions de crise jusqu'à 2h ou 3h du matin si on se rend compte. Voilà, à cause des Outre-mer, pour les réunions d'Outre-mer. Et puis, on commençait les premières en métropole à 6h. Donc, en réalité, il y a eu 2 mois ou 2 mois et demi où on n'a pas eu plus de 3 heures d'affilée de sommeil. Et puis, au milieu de ça, un petit garçon qui a 6 ans, grâce à l'EJF,
l'UEJM qui est restée ouverte pour les soignants. Mon fils a pu continuer à aller à l'école parce que sinon, c'était compliqué. On travaillait entre 18 et 19 heures par jour. Bien sûr. Donc voilà, c'est toute une organisation. En même temps, c'est un moment unique. Comme vous dites, au cœur du réacteur, j'ai pu voir, j'ai pu être acteur et être un maillon de cette chaîne qui... Quel est votre souvenir le plus prégnant par rapport à ça ? Si vous en avez un. J'en ai un qui va paraître petit, mais qui pour moi était le moment où je me suis dit on a une vraie utilité. Je reçois un mail d'une interne qui était dans le même hôpital qu'Olivier Véran et qui écrit « Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous recevrez cet email. Mon frère est bloqué à l'aéroport d'Orly. Il doit partir en Guyane et on ne le laisse pas monter dans l'avion. » Et j'appelle cette interne et elle me dit « Ils sont 6 médecins qui venaient pour une conférence et on les laisse pas monter dans l'avion. » Ce qu'elle ne sait pas mais que je sais, c'est que cet avion, c'est le dernier pour partir en Guyane. Et qu'après celui-là, on n'aura que des vols humanitaires. Et là, on me parle de 6 médecins qui peuvent avoir un réel impact en Guyane parce que c'est pas comme si on en avait 40 au mètre carré et qui sont bloqués pour une histoire de paperasse en réalité à l'aéroport d'Orly. Et je me suis mise il est minuit et demi à ce moment-là. Oui. Je me suis mise à courir dans les étages du ministère pour aller faire signer un papier. J'ai moi-même signé un autre papier. J'ai appelé mes collègues au ministère du Transport. Je leur ai dit vous appelez la compagnie aérienne. Finalement, j'ai appelé ADP en leur disant il faut que vous envoyiez quelqu'un en urgence pour me débloquer. Et ils sont montés à 1 minute près le vol décollait. Et je sais que à minuit et demi, j'ai mis 6 médecins dans l'avion. Et quand on est passé en zone rouge en Guyane, ça a eu un impact. Voilà, c'est des petits moments comme ça qui font que vous savez que vous êtes utile. C'était ce qu'il fallait faire au moment où. Oui, c'est assez. Bravo. C'est intéressant de voir, de toucher un petit peu du doigt comment ça se passe derrière les coulisses. Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête du groupe Renaissance à l'Assemblée. Le groupe Renaissance, donc 73 femmes sur 170 membres du groupe, donc vous êtes presque à la parité. Bravo. Nous étions à la parité sur les candidatures. Après, elles n'ont pas toutes gagné, mais on n'a pas toutes gagné. Mais au global, à l'Assemblée, il y a moins de 30% de femmes, je vous apprends rien, et environ 80% de vos homologues directeurs de cabinet sont des directeurs, des hommes. Donc, les femmes en politique, ce n'est clairement pas un acquis. Comment vous interprétez ce déséquilibre et dans quelle mesure il est plus difficile pour une femme que pour un homme d'accéder et d'incarner le pouvoir ? Alors, je vais distinguer déjà la fonction. Donc, je suis secrétaire générale, donc je ne suis pas en fonction électorale. Oui. De la fonction, donc la fonction non électorale et la fonction électorale. Je pense que sur la fonction électorale, déjà, il faut se rendre compte qu'il y a une loi sur la parité. On est obligé de mettre 50% de candidats. On est un parti politique et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagée avec Emmanuel Macron, qui a mis des femmes dans des positions éligibles. On a des partis qui ne mettent pas des femmes dans des fonctions éligibles. Et tant que des partis comme les LR ou d'autres partis ne mettront pas des femmes dans des fonctions éligibles... Ça veut dire quoi, les mettre dans des fonctions éligibles ? Vous avez des circos qui sont gagnables et d'autres qui ne le sont pas. D'accord, c'est en ça. Fonction de l'électorat, vous savez très bien qu'en Seine-Saint-Denis, vous aurez plus de députés LFistes et dans les Yvelines, vous aurez plus de députés macronistes ou de droite. Est-ce à dire qu'on met les femmes dans des circonscriptions pour certains partis qui sont moins éligibles? Ah, mais je le dis. Oui, vous il y a dites, des partis qui le font. Vous prenez les partis, certains partis, vous regardez les partis qui ont jusqu'à même pas plus de 20 ou 30% de femmes, ce sont des partis qui le font. Clairement. Oui. Donc, ils respectent la loi de la parité, puisque la parité, c'est 1 sur 2, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils le respectent. Qu'ils les propulsent, voilà. Oui. Évidemment. Ensuite, oui, nous sommes moins de femmes aux hautes fonctions en politique, mais ça avance et ça change. Ça change déjà parce que pour moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a un système de reproduction sociale où pendant longtemps, il fallait sortir de telle ou telle école, il fallait avoir fait ceci ou cela, et pour y rentrer, il fallait déjà avoir fait cette ou cette école, etc. Ça, c'est des choses qui changent. Je suis un exemple parfait. Je n'ai pas fait Sciences Po et je n'ai pas fait l'ENA. Et pour autant, je suis là où je suis. Ensuite, ça change parce que la présidente de notre groupe est aujourd'hui une jeune femme de 36 ans, enceinte de 8 mois et pour autant qui a été élue. Notre présidente de l'Assemblée nationale, pareil. Donc, c'est des choses qui commencent à changer, puis ce sont des exemples. On donne aussi l'exemple. Quand vous donniez l'exemple des phrases tout à l'heure de certains politiques, mais on peut prendre aussi autour de nous. Quand j'ai été nommée chef de cabinet, un ami à moi me dit « Ça va, c'est pas trop dur pour ton mari ?» Ma réponse, elle a été « Est-ce que si ça avait été lui
qui avait eu ce job, tu m'aurais posé la question. Et en fait, c'est aussi autour de nous et dans notre propre environnement de changer les choses. Et je pense que chaque femme, que ce soit à des fonctions électorales ou non électorales, lorsqu'elle arrive à allier une vie de famille, une vie professionnelle, qu'elle a des ambitions et qu'elle les assume et qu'elle en est fière, on change cette image et on montre qu'on peut tout mener de front et que ça n'est pas un problème. C'est important, c'est très important ce que vous nous expliquez. Oui, après c'est vrai que malgré les quelques exemples qu'il y a, le corps, la plupart des personnes qui s'engagent et qui sont en politique demeurent tout de même masculines. Dans cette émission ici, au micro de Lise Gutmann, nous avions reçu en juillet dernier Dominique Lévy-Saragossi. Dominique Lévy-Saragossi, elle est directrice générale du groupe BVA. Donc, elle a incarné une posture de pouvoir et dans le cadre de son métier, elle a conduit beaucoup d'études aussi sur les femmes en politique. Elle nous expliquait qu'en France, l'image des femmes dirigeantes repose sur 2 types de clichés. Et vous me direz si vous rejoignez son analyse. Donc, de façon caricaturale, elle disait qu'une femme dirigeante, elle est vue comme soit très autoritaire, soit au contraire, elle est vue comme ayant joué de son charme, pour l'exprimer ainsi, pour parvenir au pouvoir. Alors, est-ce que vous avez eu le droit à ce type de cliché et est-ce que vous rejoignez cette analyse ? Malheureusement, totalement. J'y ai droit. Tous les jours. Ah oui, tous les jours. Oui, bien sûr. La question, lorsque vous êtes une jeune femme dans des hautes fonctions, la question c'est très vulgairement avec qui a pu-t-elle être ou est-ce pour y arriver. Pour y arriver, ou est-ce qu'elle est complètement, comme vous dites, autoritaire ou hystérique. Vous entendez toutes les choses possibles et inimaginables. Et ma fierté, en tout cas à moi personnelle, c'est de savoir que dans mon entourage politique proche, on sait que je suis là où je suis parce que je suis efficace. Et que je suis pas là où je suis parce que y a eu un tel ou parce que je suis insupportable ou quoi que ce soit. Après oui, c'est une évidence. Et puis vous aurez une facilité. Vous savez, c'est simple, hein. Une femme qui impose son autorité, elle est hystérique. Un homme qui impose son autorité, il est charismatique. Une femme qui va dire c'est ainsi et pas autrement, elle a des sujets à régler psychologiques. Et un homme, il sait faire la part des choses. Évidemment que ça existe. C'est même pas que ça existe. Évidemment que c'est quotidien. Mais c'est aussi à nous les femmes de changer ça. Moi, je retourne pas à la situation, mais je vais vous mettre dans une dynamique autre. Pendant longtemps, pour réussir en tant que femme, il fallait être la seule. Exemple Ségolène Royal et exemple d'autres. Aujourd'hui, il y a Simone Veil. Exemple Simone Veil. Aujourd'hui, avec toutes ces lois sur la parité, on avance avec plusieurs femmes qui peuvent réussir en même temps. Et je pense que c'est cette importance aussi d'être dans cette sororité et de s'entraider les unes avec les autres pour avancer, non pas l'une à côté de l'autre, mais ensemble. Et ça, j'y crois profondément. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez des groupes de femmes qui avancent ensemble, que ce soit dans des départements en tant qu'élus, que ce soit dans des partis politiques en tant que groupe, on montre aussi que parce que la voisine va pas dire elle est hystérique parce qu'elle a imposé son opinion, parce que l'autre voisine ne va pas dire un tel, on change aussi cette dynamique. Et ça va aussi venir de nous. Mais oui, c'est une... Moi, je peux vous confier quelque chose. J'ai assisté, j'ai regardé à la télé une séance à l'Assemblée l'autre jour et votre consoeur qui est à la tête a dû prendre la parole. Il y avait un tel bazar qu'elle a dû se mettre à hurler. Et je me suis dit, mince, elle est obligée d'hurler. Alors bon, je suis pas tellement en train de regarder l'Assemblée. Là, c'était presque un hasard. Et je me suis dit, elle va se faire encore épingler d'une façon péjorative parce qu'elle hurle, mais c'est le seul moyen. Et c'est vrai, ça aurait été un homme. Et là, je me suis dit, zut, il va se passer quelque chose. Déjà, ça aurait été un homme, il y aurait eu 3 crans en dessous. Oui. De bruit. Et puis ça aurait été un homme, on aurait dit il sait s'imposer. Voilà, alors que là je me suis dit va encore y avoir des remarques pas forcément du bon côté. C'est pour ça que j'avais envie de rebondir. Je vous rejoins. Alors donc la parité en politique c'est important, mais en même temps si les femmes n'aiment pas la politique, est-ce qu'il faut les forcer ou alors
est-ce qu'elles aiment la politique, mais qu'elles ont peur de ne pas y arriver, avec tout ce qu'on a expliqué? Moi, je suis sûre qu'elles ont peur de ne pas y arriver. Elles ont peur, oui. La politique, c'est pas uniquement. On n'est pas dans une série type Baron Noir, quoi. Je veux dire, la politique avant tout, c'est être au service de l'autre. Oui. C'est être au service de notre société, au service du bien commun. Je pense, et je ne fais pas de distinction homme-femme, mais les femmes ont cette sensibilité aussi et surtout, et on voit qu'il y a plus de femmes qui sont investies dans l'associatif, qu'il y a plus de femmes qui sont investies dans tout le service à l'autre, etc. C'est pas pour rien qu'il y a 80% de femmes dans les emplois d'aide à la personne. Et donc, avoir une envie de s'investir dans la société, c'est une réalité. Mais il y a cette peur. Il y a cette peur, déjà de l'échec. Il y a cette peur du rejet en tant que femme. Et c'est là-dessus qu'on travaille énormément, nous, les femmes qui sommes déjà pour les aider à justement s'y sentir à l'aise. Il y a cette peur aussi avec toutes ces affaires MeToo, toutes ces affaires d'agression, d'être elle-même une victime. Donc c'est encore une fois à nous de les rassurer et de leur dire, en fait, si ça t'arrive, on sera là. On sera là pour t'accompagner, on sera là pour avancer avec toi et ne jamais laisser ça en dessous des radars et la parole éteinte. Et voilà, et je pense que c'est à nous, cette nouvelle génération de jeunes femmes en politique, de montrer le chemin et de dire non seulement on montre le chemin, mais on est là. Vous me demandiez une anecdote, moi je vais vous en donner une avec la première ministre. J'ai été, de fait, en étant à l'écologie pendant un an dans le même cabinet que Elisabeth Borne. Je pense que dans les femmes de cette génération-là, il y a 2 catégories. Il y a celles qui vont vous regarder en disant, moi, ça a été compliqué. Donc, toi aussi, ça va être compliqué. Et puis, il y a celles qui vous regardent en disant, moi, ça a été compliqué. Donc, je vais faire en sorte que toi, ce soit pas compliqué. Et Elisabeth Borne, elle fait partie de cette 2e catégorie. Je l'ai toujours vue lorsqu'elle travaillait avec Brune Poirson, toujours pousser sa secrétaire d'État en disant vous la laissez, elle la laisse dans ses arbitrages, elle allait dans son sens. Et je crois que des femmes comme ça nous montrent aussi l'exemple que c'est totalement possible. Et je ne mettrai Elisabeth Borne ni dans la catégorie des hystériques, ni dans la catégorie de celles qui ont joué de leur charme. Non, au contraire, elle est très... J'ai envie de vous poser une dernière question, si le timing nous le permet. Les quotas, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la seule solution pour corriger le biais culturel, ou bien ça ternit l'image des femmes, mais de façon synthétique? C'est un peu des deux. Ça ternit l'image des femmes quand on met une femme à la place d'un homme qui aurait été plus compétent. Ça, je suis pas forcément ravie de ça, notamment quand elles sont moins compétentes et donc on dira oui, mais elle est là parce que c'est une femme. Et en même temps, c'est nécessaire parce que si on ne force pas, parfois, ça n'arrive pas. Christine Lagarde a une phrase très juste que j'adore. Alors, je résiste pas à l'envie de vous la partager. Elle dit, sans les quotas, on trouve des excuses, et avec les quotas, on trouve des solutions. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Eh bien, merci beaucoup, chère Maya Termination, chère Déborah Abisror de l'IEM, d'avoir apporté votre éclairage sur la place des femmes en politique. Et bien sûr, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.